soit de la CEDEAO, de l'Union africaine, ainsi que les appels pressants aux puissances occidentales pour l'envoi de troupes dans la sous-région, à soutenir les exigences des forces patriotiques et démocratiques qui existent dans la sous-région et qui s'opposent à toute intervention étrangère sur leur sol, et à demander que les problèmes de la sous-région soient réglés en toute souveraineté par les peuples de la sous-région, à lutter contre le chauvinisme, l'ethnicisme et le régionalisme qui sont utilisés quelquefois pour mieux diviser les peuples dans la région, à œuvrer au plan national à la naissance de vastes mouvements populaires contre les interventions militaires étrangères des puissances impérialistes dans la sous-région, à organiser la solidarité avec les peuples de la sous-région et soutenir les luttes de ces peuples-là pour leurs droits politiques, économiques, sociaux et culturels, et enfin à contribuer à la naissance d'un vaste mouvement au niveau sous-régional contre les interventions étrangères, la présence de troupes étrangères, afin que les peuples règlent eux-mêmes en toute souveraineté les problèmes auxquels ils sont confrontés. Pour finir, nous dirons que la lutte menée par les peuples d'Afrique aujourd'hui devrait se situer au-delà de celle pour de meilleures conditions d'existence. La véritable lutte à mener, et qui vaille aujourd'hui de par sa dimension salvatrice, c'est celle pour un changement qualitatif, profond et pérenne en faveur des peuples. Cette lutte-là doit mettre au cœur du débat politique la question du développement de nos États. Sans développement économique et social, il est illusoire d'espérer de nos États respectifs des réponses appropriées aux besoins élémentaires des populations en termes de sécurité, d'accès à l'eau potable, à l'éducation, à la santé, à une alimentation saine, à un logement décent, etc. Et la persistance de tels maux accroît la vulnérabilité de la plupart de nos États. Pourtant, la conception et la mise en œuvre de politiques endogènes et autonomes de développement n'est possible que si nos États s'affranchissent du joug de la domination néocoloniale et acquièrent leurs indépendances véritables. Les politiques qui sont imposées par les puissances extérieures et les institutions financières internationales ont désarticulé et affaibli ces États qui comptent aujourd'hui parmi les plus pauvres de la planète. L'ancienne ministre malienne, Madame Aminata Traoré, disait la même chose en ces termes, et je cite: « La question qui se pose est moins celle de l'alternance que la possibilité qui sera donnée au peuple d'Afrique, au peuple malien, de débattre des vraies questions. » Elle poursuit en disant: « Nos pays sont surendettés, placés sous la tutelle du FMI et de son ajustement structurel, avec des centaines de milliers de jeunes diplômés sans emploi, qui ont le choix entre l'émigration et la rébellion. On ne peut pas considérer la crise que traverse aujourd'hui le Mali comme une crise africaine de plus, sans établir le lien avec l'intervention de l'OTAN en Libye, avec la crise systémique qui sévit chez vous, en Occident, qui sévit chez nous depuis longtemps déjà. Nous vivons sous le régime des guerres locales découlant de la guerre globale que le système capitaliste a déclarée au peuple du Sud. Nous sommes censés gérer les conséquences de cette crise gravissime en restant collés aux questions d'élection, de transparence des urnes, alors que nos chefs d'État dictateurs ou démocrates sont tous inféodés à la France. » Fin de citation. Donc, un tel changement n'est possible qu'à travers le renouvellement du personnel politique dans nos États, afin que nos forces politiques au pouvoir comme dans l'opposition cessent d'être des pièces de rechange pour les puissances étrangères qui décident en fonction de leur docilité, de leur maintien ou de leur accession au pouvoir. Pour terminer, je dirais persévérons dans la lutte, car seule la lutte peut nous permettre d'atteindre une libération effective de l'Afrique et des Africains. Je vous remercie. Merci Ali et Jean-Hervé Gézévet. Merci beaucoup. Donc moi je vais vous parler en fait on a beaucoup parlé cet après-midi là, et puis depuis quelques jours en gros des dispositifs militaires, de la solution militaire, de la solution sécuritaire. Moi je vais vous parler en fait peut-être de la solution politique ou de la solution diplomatique.
Et ma communication, elle va s'attacher à décrire un petit peu les négociations de paix, et notamment le processus qui se déroule actuellement à Alger. Ce qui m'intéresse ici plus particulièrement, c'est la manière en fait dont est défini à Alger à la fois les acteurs de la négociation, comment est-ce qu'on accède à la table des négociations, qui est un négociateur, qui est une partie, qui sont les parties maliennes, qui sont les médiateurs, qui est légitime à faire de la médiation, et qu'est-ce qu'il est légitime de discuter. De quoi on parle quand on veut faire la paix. Et je vais essayer de mettre ça un petit peu en perspective aussi par rapport aux précédentes négociations qui ont eu lieu dans ce pays depuis les années 90. Je fais ça d'une position particulière. J'ai une confession à vous faire, je ne viens pas de la partie d'extrême gauche, et peut-être même plus grave, je ne viens pas de la partie de gauche. Je travaille pour une organisation qui s'appelle International Crisis Group, pas vraiment à gauche, et qui est un think tank, une sorte d'ONG basée à Bruxelles, créée à la fin des années 90, et dont l'objectif premier, c'est, si vous voulez, le pari que la production de savoir peut servir à la prévention, voire même à la résolution des conflits. C'est le pari en tout cas que cette organisation fait. Et moi je suis en charge de cette organisation essentiellement du Mali, un petit peu du Niger également. Voilà, c'était juste pour vous préciser d'où je parlais. Mon plan, en gros, je vais faire une présentation en deux parties et demie. La première partie, c'est en fait d'où viennent les négociations, d'où vient l'idée qu'on pouvait apporter une solution politique en fait à la crise actuelle, et pourquoi est-ce que ces négociations ont pris énormément de temps à démarrer. Elles ont pris plus d'1 an en fait à démarrer, enfin ou plutôt elles ont eu 1 an de retard à démarrer. Par rapport à ce qui était prévu initialement. Donc la première partie, c'est des négociations longtemps retardées. La deuxième partie, elle va se focaliser sur le processus en cours, qui a commencé à Alger le 1er septembre, c'est-à-dire les négociations directes. Je vais interroger un petit peu, essayer d'examiner pour vous ce processus, vous montrer comment, après avoir eu des négociations longtemps retardées, on a maintenant des négociations menées au pas de charge. Et essayer de vous expliquer pourquoi, et essayer de vous montrer aussi ce que éventuellement ça peut coûter, quoi. Et ce que ça veut dire aussi des négociations menées au pas de charge. Et j'ai dit 2,5 parce qu'à la fin je ferai une sorte de conclusion épilogue dans lequel je ferai peut-être quelques commentaires plus personnels sur le dernier volet de ces négociations, en théorie en tout cas dernier entre guillemets, puisque le 20 novembre là, dans 48 heures, non. En 48 heures, donc s'ouvre ce qui est censé être le dernier round des négociations, à l'issue duquel on aura un accord, en tout cas au moins un brouillon d'accord qui attendra plus qu'une validation officielle. En théorie en tout cas. Donc je voudrais vous faire un certain nombre de commentaires sur ça. Alors, première partie donc des négociations longtemps retardées. D'où vient l'idée qu'on pouvait apporter une solution finalement négociée à la crise malienne de 2012. Cette idée, en fait, elle apparaît avant même le déclenchement de l'opération française, Serval. Elle constitue même à l'origine l'alternative principale à l'idée qu'il faut apporter une solution militaire à la situation au Nord Mali. Et c'est l'idée de la négociation, l'idée qu'il faut en fait du politique, non pas du sécuritaire ou du militaire, pour répondre à la situation au Nord Mali, elle est au départ principalement portée par l'Algérie. Pas uniquement, mais principalement. En décembre 2012, Alger, le gouvernement algérien, réunit dans sa capitale les deux principaux mouvements armés de l'époque, du Nord Mali. En tout cas, ceux qui acceptent en tout cas, le principe de la solution négociée, qui sont à ce moment-là, le MNLA et en Sardine, et leur fait signer, à l'issue de quelques jours de négociation, ou en tout cas, elle fait signer à certains des représentants de ces deux mouvements, un document selon lequel ils s'engagent en tout cas sur le principe que pour sortir de la situation, il fallait en fait non pas
une guerre, mais en fait, il fallait des solutions, une solution négociée. Cette option-là, elle est rapidement évacuée en quelques semaines, puisque, comme vous le savez, hein, le mois suivant, l'opération, alors l'offensive, hein, entre guillemets, l'offensive de mouvements se réclamant ou se revendiquant du djihad sur la partie centrale du Mali, et l'occasion pour l'armée française de lancer une opération militaire qui était largement en préparation. Et cette opération militaire, elle va largement, si vous voulez, marginaliser l'idée qu'il fallait apporter une solution politique, hein, à la situation. Cette intervention militaire, elle va aussi, dans les premiers mois, dans les 6 premiers mois en tout cas, largement aussi mettre de côté la diplomatie algérienne. La diplomatie algérienne va se trouver secouée en fait par l'intervention française. Elle va aussi se trouver secouée par le fait que l'un des hommes dans lequel aussi elle mise, Iyad Agrali, est présenté et perçu comme l'un des principaux responsables, hein, de cette offensive au centre du Mali. Et pour preuve de cette marginalisation de la diplomatie algérienne, c'est que les Algériens sont très peu présents en fait lors des négociations de Ouagadougou, au terme duquel, en juin 2013, est signé le fameux accord préliminaire de paix de Ouagadougou. Par exemple, Kébié Dramé, qui menait les négociations, qui était le chef d'équipe des négociations au nom du gouvernement provisoire, va se déplacer dans toutes les capitales régionales, sauf Alger à ce moment-là. Les Algériens, il y a des représentants algériens évidemment à Ouaga, mais on voit bien qu'ils jouent un rôle en fait très marginal dans ce premier round en fait de négociation. Précisément, l'accord d'Alger va constituer par contre le premier acte qui est posé vers l'idée que au terme des 6 premiers mois de l'opération militaire, il fallait consolider les gains. C'est l'expression qui est utilisée par un certain nombre d'acteurs à ce moment-là, et notamment l'acteur français. Il faut consolider les gains, le rapport de force institué, par un accord politique. Et donc, les négociations d'Alger sont les négociations de Ouagadougou, l'accord de Ouagadougou, sont la manière, en fait, hein, de commencer un processus de négociation qui va consolider le rapport de force installé après l'intervention Serval. Qu'est-ce qui se passe très rapidement à Ouagadougou, parce que c'est pas mon objet principal, mais en gros, l'accord de Ouagadougou, c'est un accord qui est signé entre le gouvernement de transition malien et puis 2 mouvements politico-militaires qui sont alors le MNLA et le HCUA. Le HCUA qui étant la dernière transformation comme vous le savez, du mouvement Ansar. Et quel est en gros le contenu de cet accord, hein, qui de mémoire fait une douzaine de pages, hein. En gros, l'idée, chose à retenir, mais l'idée essentielle, c'est en gros, en échange de la reconnaissance par ces mouvements de l'intégrité territoriale du Mali, comme de la forme républicaine et laïque du Mali, des pourparlers de paix inclusifs, c'est la formule qui est utilisée. Je ne sais toujours pas d'où vient cette formule en fait, hein. Je cherche à savoir d'où vient, qui l'a proposé, quoi. Je ne sais pas. En tout cas, des pourparlers de paix inclusifs devront être organisés 60 jours après. Là, c'est très important, hein, après l'élection du président de la République, hein, du Mali, puisque l'accord de Ouagadougou va permettre aussi, hein, la tenue, hein, d'une élection présidentielle. Et quel devra être l'objet de ces pourparlers de paix inclusifs? Ils devront organiser le devenir des régions du Nord, appelées par certains, selon les termes de l'accord, hein, appelées par certains Azawad. On prend les termes du traité. Donc en juin 2013, et plus encore, je dirais fin août 2013, après l'élection du président Ibeka, il y a une sorte de vent d'optimisme qui traverse un petit peu la scène diplomatique, surtout la scène diplomatique occidentale. On a l'impression que le processus est bien engagé et qu'après l'intervention militaire française, on va pouvoir en fait couronner l'intervention française d'un accord politique qui va venir relativement rapidement. Or, à partir de l'automne 2013, les choses commencent à se gâter et il apparaît assez rapidement que le processus de négociation politique tarde à s'ouvrir. En fait,
comme je vous l'ai dit, hein, au terme de l'accord de Ouagadougou, le processus devait s'ouvrir 60 jours après l'élection du président. En fait, ce processus va s'ouvrir 1 an après l'élection du président. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé plein de choses, en fait. Quand rien n'avance, il se passe aussi parfois plein de choses. Hein. Mais il y a essentiellement 2 blocages, 2 séries de blocages. La première série de blocages, c'est précisément, enfin, ce qui bloque pour l'ouverture des pourparlers, c'est qui a droit à venir négocier et sous quelle fonction. Comment est-ce que les protagonistes de la négociation accèdent à la table de négociation? Pour faire un peu vite, du côté des mouvements politico-militaires, il y a la volonté, et notamment du côté du MNLA et du HCUA, qui sera rejoint ensuite par une faction du MRA, il y a une volonté de se présenter comme l'acteur, enfin la partie, pardon, voilà, la partie belligérante, mais avant la belligérance, comme l'alternative principale en fait, et exclusive, voilà, c'est surtout ce mot-là, l'alternative exclusive en fait au gouvernement. C'est-à-dire qu'ils veulent engager un face-à-face, et pour légitimer cette demande, effectivement, ils se posent, parce que d'autres mouvements politico-militaires demandent aussi à accéder à la table des négociations, et il va y en avoir de plus en plus dans les mois qui suivent. Ils disent qu'eux sont en fait en situation de belligérance face à l'État, et donc à ce titre-là, ils sont en position de réclamer le face-à-face face à l'État. Également, ils ont énormément de réticence à l'égard de l'idée d'inclusivité. Alors pourquoi ils ont énormément de réticence face à l'idée d'inclusivité? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un mouvement dont la légitimité est fondée sur les armes, qui rencontre des difficultés à définir exactement quelle est l'étendue de sa représentativité dans les territoires du Nord. Et donc il est réticent à voir arriver à la table de négociation des groupes, des acteurs qui eux se réclament comme des représentants de la société civile. Donc ils essayent de tenir ces gens-là à distance. Ils essayent aussi de les tenir à distance parce qu'ils soupçonnent, non sans raison, le gouvernement malien aussi de multiplier un petit peu les acteurs autour de la table de négociation pour noyer les revendications des formations politico-militaires. Du côté du gouvernement aussi, on traîne les pieds à ouvrir les négociations. Mais pour des raisons pour des raisons assez opposées. Le gouvernement, lui, malien, encourage une vision élargie de l'inclusivité. Le gouvernement est très fan en fait de la notion d'inclusivité. Il y a une volonté d'ouvrir un grand nombre d'acteurs de la société civile. Alors là aussi, pourquoi? Alors pour ceux qui peut-être parce que le gouvernement pense sincèrement que ça serait bien d'avoir un bon accord, et donc d'être associé avec beaucoup de gens, mais aussi parce que effectivement, quand on mène des négociations, c'est une bonne tactique aussi pour noyer en fait la parole du camp adverse. C'est-à-dire qu'il faut avoir un maximum autour de la table de gens qui peuvent prétendre être non seulement originaires des territoires du Nord, mais parler aussi au nom du Nord. Et c'est toutes les négociations qui se déroulent un peu comme ça. Surtout du côté du gouvernement malien, il y a la volonté de ne pas se poser en partie des négociations, mais de la volonté de se poser en médiateur de la négociation. C'est-à-dire que l'État malien estime qu'il doit organiser les négociations. C'est-à-dire qu'il doit, en fait, mettre autour de la table les gens qui ont des difficultés, les enfants du Mali, c'est une expression qu'on entend, quoi, et il doit être le principal médiateur de cette affaire-là, de cette discussion-là, et éventuellement recevoir le soutien des facilitations internationales. Et sur quoi se base cette revendication? Sur l'idée que le président, bénéficie d'une légitimité démocratique forte. Il a été élu à plus de 70% des voix. Et il a en face de lui un mouvement que le gouvernement va qualifier de bandes armées sans légitimité électorale. Donc, du côté du gouvernement, il y a l'idée que un argument fort qui va beaucoup marquer à l'automne 2013 et encore, qui marque aujourd'hui, l'idée que comment un gouvernement élu a une telle
représentativité peut s'asseoir au même rang que ce qui est perçu comme un mouvement armé sans base électorale. Cette affaire va traîner, elle va créer des cassures, elle va retarder considérablement l'ouverture des négociations, mais elle n'est pas la seule raison pour laquelle les négociations tardent. Une autre raison pour laquelle les négociations tardent, c'est que du côté aussi des institutions internationales et des acteurs de la sous-région, il y a une forte concurrence autour de qui va diriger le processus. Il y a une véritable compétition entre l'Union africaine, la CEDEAO, la MINUSMA, l'Algérie, bientôt une offre marocaine, des acteurs privés, la communauté Santé Djidio, des groupes qui n'ont pas forcément vocation à jouer les leaders de la médiation, mais qui veulent jouer un rôle très important, comme un groupe qui s'appelle, le Centre for the Humanitarian Dialogue, HD. Bref, il y a une multitude d'acteurs qui veulent organiser les négociations, qui veulent les faciliter et qui ne s'entendent pas sur qui va conduire le processus. Dans les premiers mois, c'est la MINUSMA en fait, qui prend un certain leadership, essentiellement parce qu'elle a des moyens en fait, financiers, parce qu'elle a un peu de monde, et aussi parce que le représentant spécial de l'époque, Bert Koenders, qui a quitté le Mali au moment où s'ouvraient les négociations, estime qu'il doit jouer un rôle important, que la MINUSMA doit jouer un rôle important dans les négociations. Même si à l'époque, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, en fait la résolution 2100 ne lui donne pas un rôle de médiateur, mais elle lui donne un rôle de facilitateur. Bon, la MINUSMA quand même, de par ses moyens, commence à prendre un petit peu l'ascendant sur d'autres institutions, mais en fait, ces rivalités institutionnelles gênent beaucoup le départ des négociations. Par exemple, en février-mars, il y a des ateliers informels qui sont organisés ici à Bamako, vous vous en souvenez peut-être, et ces ateliers informels sont l'occasion de véritables disputes, des quasi-disputes d'écoliers entre les institutions pour savoir qui va rédiger les comptes rendus, qui va être à la tête de la commission 1 sur le politico-institutionnel, de la question 2 sur le sécuritaire. Et il y a bon, je vous passe les détails, mais il y a une multitude de petits coups qui sont joués sur combien j'envoie de billets d'avion pour faire venir un tel, quand est-ce que je donne l'information à un tel pour qu'il soit dans la bonne salle au bon moment. Enfin bref, on voit bien que ces institutions internationales, qui se présentent comme des institutions extrêmement dignes, en fait, se jouent un jeu de chamaillerie qui nuit profondément au processus. Donc je pense qu'il y a ces deux facteurs là que je viens de décrire sont les deux principaux facteurs qui expliquent pourquoi les négociations tardent, que fin 2013 on n'a toujours rien de véritable commencé, que les ateliers informels de début 2014 sont un échec complet, et que jusqu'en mai 2014 rien ne bouge véritablement. Alors ça pourrait être juste une histoire parfois un peu drôle quand on suit un peu les détails de la manière dont les gens se chamaillent. Sauf que, en fait, c'est également préoccupant parce que dans toutes ces discussions, on occulte un problème premier, c'est le problème de fond. C'est-à-dire que, en fait, jusque vers mai-juin 2014, il n'y a absolument aucune discussion de fond qui n'a commencé. Et notamment, aucun des protagonistes principaux ne publie sa vision de la sortie de crise. C'est particulièrement vrai du côté des groupes qui vont devenir cette fameuse coordination des mouvements de la WAD. C'est un peu moins vrai pour le gouvernement, parce que le gouvernement a organisé cette fameuse assise nationale du Nord. Ceci dit, même le texte, qui est le texte de synthèse, sur lequel débouchent ces assises, et qui repose pour l'essentiel sur l'idée d'une régionalisation, d'une décentralisation poussée, reste un texte peu détaillé, très préliminaire. Et donc on a très peu en fait, de propositions concrètes, surtout très peu de propositions nouvelles. La situation se débloque assez rapidement, je dois dire, et elle nous a appris de court. Je suis long. Je suis trop long.
Alors il y a un double déclencheur. Mais juin, il y a un double déclencheur qui se produit. D'abord, il y a le mouvement militaire. Le premier déclencheur, la première chose qui va changer, qui va en fait, paradoxalement, ce qui redonne en fait la parole à la solution négociée, c'est d'abord l'option militaire. C'est le fait que les gens se battent sur le terrain. C'est cette fameuse visite de Kidal qui débouche sur des affrontements le 21 mai. Et notamment la défaite du gouvernement, la défaite des forces gouvernementales à Kidal et leur retrait va affaiblir assez considérablement la position du gouvernement, et c'est notamment cet argument selon lequel elle n'a pas à s'abaisser à discuter au même rang que des groupes qui n'ont aucune légitimité. Il y a l'idée que, notamment, on voit pas mal de gens, notamment du côté de la diplomatie occidentale, dire le terrain a parlé. Et maintenant que le terrain a parlé, les gens doivent se résoudre à discuter au même niveau. On mesure l'état des forces. Et je trouve ça assez troublant, parce qu'avant les événements de Kidal, en fait, les gens commençaient à dire il faut que le terrain parle. La situation est trop bloquée, elle ne se débloquera pas si le terrain ne parle pas. Et fin mai, effectivement, il y a le terrain à parler, il y a des affrontements. Alors, je ne veux pas dire que j'ai la preuve magique qu'une main invisible a relancé, en fait, qu'il y aurait une manipulation autour des affrontements, mais c'est vrai que l'idée qu'il fallait se battre pour savoir qui possédait quoi, qui avait combien de divisions et qui pouvait prétendre à accéder à la table des discussions, finalement cette question-là elle va être en partie résolue par le fait qu'il y a eu des combats. Le deuxième élément qui va débloquer la situation et relancer une solution négociée, c'est le retour de l'Algérie sur le devant de la scène diplomatique. Un retour qui n'est pas évident en fait. On présente parfois l'Algérie comme une sorte de rouleau compresseur diplomatique qui a tellement de réseaux qu'elle peut influencer exactement qui elle veut quand elle veut. En fait, l'Algérie, d'abord, a ses soucis internes. C'est une année d'élection, 2014, et donc elle a d'abord des choses à régler chez elle. Et donc elle n'est pas forcément préoccupée elle ne se hâte pas forcément de préoccuper ce qui se passe à ses frontières. Elle va d'abord régler des problèmes internes. Ensuite, elle relance à partir de janvier l'idée d'une médiation. Et le 16 janvier 2014, en fait, à Alger, la diplomatie algérienne parvient à faire venir à Alger des représentants du CMFPR, une partie du CMFPR, avant la scission du CMFPR, la première scission du CMFPR. Elle parvient à faire venir des représentants du MA, mais déjà une partie simplement de ce MA. Elle parvient aussi à faire venir des représentants du HCUA, mais pas du MNLA. Un petit accord et un petit texte est signé à Alger selon lequel le principe d'un processus d'Alger est mis sur la table, mais en janvier-février, les choses ne sont pas encore mûres pour que l'Algérie reprenne en main le processus, et l'initiative algérienne retombe assez rapidement. La sauce ne prend pas en janvier-février. L'initiative reprend vers mai-juin, et là par contre, l'Algérie, va être... Notre parole est épuisée. Mais j'ai pas commencé les choses sérieuses en fait. C'est pas moi. Non mais je resserre un peu. Non, je resserre. Donc, je passe là-dessus si vous voulez, j'imagine qu'il y aura des questions de toute façon. Donc, l'Algérie en fait met en évidence l'incapacité, par ses capacités à elle, par sa capacité à réunir les mouvements aussi à Alger, met en évidence la capacité de la MINUSMA à jouer le rôle de la médiation, incapacité qu'on peut expliquer plus tard. Donc a réuni l'essentiel des acteurs, pas tous les acteurs, l'essentiel des acteurs à Alger, leur fait signer une feuille de route en juillet et relance le processus. Là, normalement, j'étais censé commencer ma partie 2, je vais vous la faire un petit peu au pas de charge, parce que de toute façon, ce sont des négociations menées au pas de charge. Les pourparlers donc, ont commencé, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le processus d'Alger, commence véritablement le 1er septembre. En fait, elle démarre pour ne pas vraiment démarrer. C'est-à-dire que ce qui est assez bizarre à Alger, ça fait 2 mois et demi que le processus a commencé. Et en fait, il y a très peu de négociations officielles directes. Les gens ont très peu parlé. Je crois que peut-être qu'il y a eu quelque chose comme 4 jours en tout, sur les 2 mois et demi, il y a eu 4 jours de discussion en atelier direct.
Après, il y a énormément de discussions informelles. Beaucoup de choses qui se passent dans les chambres, dans les couloirs des hôtels et ailleurs, hein, dans des résidences d'État. Mais les négociations officielles, hein, en septembre, je crois qu'il y a eu 3 ou 4 jours. Peut-être en octobre, il y en a eu d'autres, mais assez peu. À l'issue d'un premier mois de septembre assez décevant de négociations, la médiation internationale, donc, depuis la feuille de route de juillet, ce que je n'ai pas dit, c'est que depuis la feuille de route de juillet, la manière dont s'organise la médiation internationale est très clairement définie. C'est-à-dire que la feuille de route, hein, produite par l'Algérie, définit exactement qui sont les médiateurs, hein, et elle définit aussi un chef de file de la médiation, et ce chef de file, c'est l'Algérie. Donc l'Algérie, en tant que chef de file de la médiation, réunit les co-médiateurs, l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, les pays associés, et elle produit en octobre un texte qui se présente comme un texte de synthèse des discussions de septembre, et des discussions qui n'ont pas vraiment existé, je fais vite, hein, et qui essaye de présenter une sorte de position intermédiaire. Ce qui est frappant, si vous voulez, dans ce texte-là, qui a un premier pas, quoi. Et donc, comme tout premier pas, c'est un pas imparfait, mais au moins il a le mérite d'être le premier pas. Ce qui est dommage dans ce premier pas, c'est qu'il apparaît largement comme une discussion un peu confisquée. C'est-à-dire que le texte c'est un texte qui est entièrement rédigé par la médiation. C'est-à-dire que c'est un texte qui n'est pas rédigé par les protagonistes. C'est pas ceux qui négocient, c'est pas les parties qui rédigent l'accord, c'est les gens qui sont censés faciliter les discussions. Et c'est très essentiellement, hein, je pourrais y revenir si vous voulez, c'est essentiellement la diplomatie algérienne, hein, qui est extrêmement efficace là, qui produit le texte, hein, et qui laisse assez peu de marge de manœuvre, hein, d'ailleurs à d'autres acteurs aussi pour inclure d'autres perspectives. Donc on a l'impression, je pourrais y revenir tout à l'heure, on a l'impression d'une discussion un peu confisquée. Deuxième point, un peu dommage, dans ce texte qui a été distribué aussi, hein, qui est en octobre, qui encore une fois ne présente pas que des inconvénients. Par contre, voilà, on a l'impression d'un retour aux vieilles recettes. C'est-à-dire que quand vous regardez ce texte-là, et quand vous regardez par exemple le pacte national, ou quand vous regardez aussi l'accord d'Alger de 2006, vous avez l'impression d'un retour à des formules qui ont déjà été utilisées. Je n'ai pas le temps de développer tout, mais par exemple, quelque chose qui m'a frappé, c'est l'octroi, par exemple, de postes, l'octroi de postes, hein, aux représentants du Nord. Ce qui est frappant là-dedans, c'est que on fait comme si, pour ramener la paix, on avait d'autre choix que de racheter la paix. Et en gros, on dit à l'État malien, pour avoir la paix, il faut que vous distribuez les prébendes. Or, précisément, il me semble qu'aujourd'hui, l'une des raisons pour laquelle ça va mal aussi dans le nord du Mali, pas simplement dans le nord, mais aussi dans le nord du Mali, c'est que l'État est un distributeur de prébendes. C'est-à-dire qu'il choisit des clients, il s'appuie sur certains clients contre d'autres. Et donc, on renforce un petit peu ce mécanisme-là. Hein. On n'a le droit que de racheter la paix. Je pense aussi que, et là vous serez... Je pense qu'il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais je voudrais quand même poser l'idée, je pense que c'est l'idée que j'aimerais bien discuter avec vous. Je pense que le texte aussi néglige des sujets essentiels. Je pense que comme les acteurs précédents, ce texte provisoire là qu'on a actuellement, il lie la crise comme étant un problème entre le centre et la périphérie, entre l'État central et les régions du Nord. Or, il me semble que ce que démontrent les années 90, ce que démontrent aussi les derniers développements sur le terrain, c'est que c'est aussi un problème c'est un problème nord-nord en fait, qu'il faut aussi régler. C'est un problème de comment est-ce que les gens au nord vivent ensemble. Et comment est-ce que l'État, qui a pu être un État perturbateur, devient un État régulateur. C'est-à-dire comment est-ce que l'État permet aux gens au nord de vivre ensemble à nouveau. Et il me semble que là, l'accord provisoire, les éléments provisoires qu'on a en main, ne dit rien justement des fractures qui minent les communautés du Nord entre elles. Il n'ouvre aucune perspective, ou quasiment aucune perspective. J'ai fatigué tout le monde, là. Même la personne qui tient le micro, là, elle est fatiguée, quoi.
n'ont aucune perspective pour concevoir les institutions politiques et sécuritaires qui pourraient garantir une sorte de répartition équitable, je ne dis pas égalitaire, une répartition équitable des ressources et des responsabilités entre les communautés du Nord. Ce texte a été très critiqué, il a été rejeté ouvertement par la coordination des mouvements d'Azawad. Officiellement, le gouvernement malien a plutôt soutenu l'initiative, mais on sait aussi qu'à Alger, il y a eu beaucoup de critiques, le gouvernement malien est très mal à l'aise par rapport à ce texte, pour des raisons que je pourrais développer tout à l'heure si vous voulez, mais une des raisons c'est parce qu'elle va sans doute le forcer à une révision de sa constitution, qui est vue comme un sujet problématique, quoi. Et que le gouvernement voudrait éviter ça. Bon, il n'y a pas que ce sujet-là, la distribution des prébendes aussi, c'est aussi un problème. La question de la sécurité, il y a plein de sujets qui font que le gouvernement officiellement continue de soutenir le processus, mais est très mal à l'aise par rapport à ce texte. Une bonne partie aussi de la médiation, pour en avoir discuté avec eux, une bonne partie de la médiation est aussi mal à l'aise par rapport à ce texte. Le problème, c'est que, en fait, aujourd'hui, on dit, et c'est là où la sécurité revient, on dit il faut y aller, il faut signer ce texte-là, il faut l'aménager un petit peu, mais il faut y aller, il faut aller vite. L'idée c'est que aujourd'hui, au nom de l'argument sécuritaire, au nom de l'idée qu'à nouveau il y a des énormes risques au nord, vous n'êtes pas sans savoir que voilà, en septembre-octobre, il y a eu une série d'explosions, il y a eu des attaques, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des affrontements, à nouveau il y a eu des violations du cessez-le-feu d'ailleurs de part et d'autre. Donc il y a une grande nervosité aujourd'hui du côté d'un certain nombre d'acteurs internationaux, je pourrais vous les préciser plus tard si vous avez assez que je dise d'un certain nombre d'acteurs internationaux, une grande nervosité sur le potentiel d'explosion à nouveau des choses au nord, et il y a l'idée qu'il faut absolument signer un accord maintenant pour pas que le processus déraille et pour se donner en gros des moyens de rétablir une forme minimale de sécurité. Et aujourd'hui il me semble qu'il y a une vraie contradiction entre une sécurité à court terme et une réponse politique ambitieuse de long terme. Je ne dis pas que c'est forcément toujours antinomique, mais là, il y a vraiment... les gens disent, on ne peut pas se prendre le temps de négocier, on ne peut pas prendre le temps d'amender en profondeur ce texte. Oui, il est imparfait, mais c'est ça qu'on va signer. Alors, je m'arrête presque là, en fait, on ne sait pas ce qui va être signé. On ne sait pas ce qui va se passer dans 2 jours. Il y a toute une partie des gens qui disent ça va repartir, ça va exploser à nouveau, les gens vont pas signer et les gens se préparent. On voit effectivement les gens se préparer à la guerre, y compris ce qui est très inquiétant aujourd'hui, des communautés qui s'arment en dehors de toute affiliation à des mouvements en fait, qui s'arment parce qu'elles sentent qu'il va falloir se défendre. Et il y a des gens qui disent ce processus-là de toute façon, un bout de papier n'amène jamais la paix. Et qui disent de toute façon, voilà, il y a la comédie d'Alger et il y a la réalité de Tabankort. Et tout ce qui veut se passer par là n'a peu d'importance et ce processus-là va dérailler. Et même si quelque chose est signé, ça n'apportera pas grand-chose. Et donc, ces gens-là ont des arguments. Et puis, il y a les autres qui disent Alger, et c'est un peu la position qu'on essaye de promouvoir, je ne dis pas qu'on a raison. Alger ne peut pas régler tous les problèmes, mais peut-être qu'Alger peut encore, si on donne du temps au processus d'Alger, Alger peut encore initier un cadre nouveau qui ouvrira, qui n'amènera pas la paix du jour au lendemain, mais qui ouvrira un processus de retour à la paix, et surtout un processus de réforme des modes de régulation du politique, de l'économie et de la sécurité dans les territoires du Nord. On en est loin aujourd'hui. On en est loin, ces discussions-là, en fait, elles ont à peine été ébauchées. Ce scénario-là, j'avoue qu'il y a peu de chances que ce soit ça qui l'emporte finalement dans les jours à venir. Mais je pense qu'il reste encore une petite fenêtre pour que ce processus ne capote pas, pour que les gens continuent en fait à se rencontrer, pour que les gens continuent de se heurter, mais qu'ils se heurtent autour d'une table de négociation plutôt qu'ils se heurtent sur le terrain. Bon. Voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui pensent qu'il faut que le terrain parle encore, que les armes parlent encore, mais bon, moi j'aimerais une organisation qui estime que voilà, aujourd'hui il faut plutôt redonner la parole aux politiques et aux diplomates qu'aux militaires. Voilà, je vous remercie et je m'excuse avant tout. Merci, Jean-Hervé. Donc on va prendre des questions. Donc nous, d'abord, je prends les premières mains. Donc nous, mais ensuite devant. Du président Mamadou Koulibaly.
à propos de la mutualisation de nos efforts pour constituer des armées fortes, en tout cas pour protéger nos frontières. Alors, la question que je voudrais lui poser, c'est de savoir, est-ce que dans un contexte d'influence étrangère, on peut mutualiser nos armées, mutualiser nos efforts pour constituer des armées fortes? Exactement comme les organisations sous-régionales, comme la CEDEAO, qui est dans une zone, dans la sphère d'influence néocoloniale. Nous ne disposons même pas de notre monnaie, nous ne contrôlons pas les mécanismes de notre économie. Est-ce que dans le contexte actuel, on peut vraiment constituer, mutualiser nos efforts pour pouvoir donc sécuriser nos frontières? Et ça, c'est concernant le président Mamadou Koulibaly. Alors, concernant International Crisis Group, c'est vrai que Alger présente beaucoup d'enjeux. Mais ce qui est fondamental, ce qu'il faut savoir, c'est que les négociations d'Alger se passent sous influence donc, des différents protagonistes qui sont là-bas. Les Maliens ne décident de rien. On les embarque dans les avions, ils vont aller là-bas. On leur dit, faites comme ça, ils font comme ça. Donc il n'y a pas véritablement un débat, un dialogue entre les Maliens. Ils sont sous influence. Et d'ailleurs, il y a cette culture qui s'installe. C'est qu'il faut se confier à la communauté internationale. Notre sort est lié à la communauté internationale. Et toute l'attitude des autorités actuelles tendent à l'accréditer. Ouais. Et ils disent là-bas que officiellement le document est bien pour nous. En sous-main, ils expriment quand même quelques mécontentements en disant que le document ne nous arrange pas. Tantôt ils viennent ici pour dire que c'est un document confidentiel qui ne doit pas être discuté avec les citoyens. Après une pression, ils ressortent le document. Ils font le tour donc, des régions du Mali, à l'exception notable de Kidal, pour aller expliquer aux gens. Alors quelle explication? Parce que c'est à sens unique. Ensuite, ils reviennent devant les élus de la nation en disant c'est un document confidentiel, nous allons discuter à huis clos. Vous voyez, donc c'est extrêmement difficile et je pense que quelle que soit donc la situation, s'ils signent ces documents, ça ne va que nous conduire qu'à un affrontement, à une guerre civile. Parce que tout ce qui n'est pas vraiment décidé par les citoyens, qu'on vienne les imposer, donc un accord qui va consacrer l'émiettement du pays, je pense qu'on est en train de préparer une guerre civile. C'est vraiment un scénario qui est planifié. Et je pense que c'est fait sciemment. L'Algérie a une position difficile. Le souci de l'Algérie, c'est que, en tout cas, les affrontements qui vont avoir lieu dans notre pays, parce qu'en fait, là, on n'a fait que repousser les échéances de cet affrontement. Il est inévitable. C'est de pouvoir les contenir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça déborde à ses frontières sud. Parce que l'Algérie aussi fait l'objet de menaces. On a attaqué la Libye, on a détruit la Libye. L'Algérie, c'est un gros morceau, ça va être très très compliqué de l'attaquer. Mais l'objectif stratégique, c'est de se retourner contre l'Algérie. Et la meilleure porte par laquelle il faut rentrer sur l'Algérie, c'est le Mali. Et donc le souci, la préoccupation de l'Algérie, c'est de pouvoir contrôler donc, les débordements, puisque ça ne dépasse pas nos frontières. Donc nous allons continuer à nous entretuer entre nous. Donc ça va être un conflit à huis clos. Et tant que c'est dans les limites donc, du territoire du Mali, eh bien, il n'y a pas à se faire des soucis. Donc les accords, justement, c'est fait pour ça. En attendant l'échéance de la confrontation, on essaie donc de contenir ça. Et cet accord-là, ce n'est que l'expression justement de cette réalité qu'il faut connaître. Avant je vais une petite précision. Il y a cette tendance à dire que l'armée malienne a été défaite à Kidal. Non, ce n'est pas vrai. L'armée, il n'y a pas eu de combat à Kidal. L'armée malienne n'est pas rentrée à Kidal. Ce sont les petites unités qui sont stationnées là-bas qui ont été systématiquement liquidées. Il n'y avait pas d'armée à Kidal. Oh, l'armée n'est pas allée à Kidal, l'armée est partie à Gao. Tout le monde le sait. Oh, il n'y a pas eu de soldats, il n'y a pas eu de confrontation. On a massacré les gens qui se trouvent là-bas.
Et puis psychologiquement, donc pour amener le gouvernement malien, l'État malien à accepter de négocier, ben, on dit que c'est la défaite. Mais il n'y a pas eu, je le dis haut et fort, il n'y a pas eu de combat à Kidal. Merci. Essayez de faire court, s'il vous plaît, parce que vraiment, on ne va pas s'en sortir. Dans la façon de présenter mon cas, je vais citer des mots-clés et après je développe mon argumentation à partir de ces mots-clés. Le premier mot... 3 minutes, s'il vous plaît. Je n'ai que 3 minutes, mais je vais les utiliser, madame, comme j'estime que je dois les utiliser. Sinon, je rends les... Je ne voulais pas vous donner un plan. Ah non, non, si vous ne me laissez pas parler, j'ai dit, je commence par Ishoumar, qui veut dire chômeur. C'est Kadhafi qui nous a renvoyé nos chômeurs transformés en Ishoumar. Donc, premier cas d'intervention de l'étranger sur le Mali. Ça date de 1988. Et après, c'est génération spontanée. Je le dis parce que je suis un biologiste. C'est des invasions de criquets migrateurs que nous connaissons aussi au Sahel. Ces criquets migrateurs, ils sont donc quelque part en Libye et puis ça vient. On a eu trois épisodes d'invasion de criquets migrateurs qui nous sont envoyés par la Libye. Deuxièmement, fracture. Moi, j'interviens sur International Crisis Group. Monsieur de Crisis Group, c'est vous, l'intervention étrangère, y compris vous-même, qui faites de l'humanitaire, qui introduisent des notions de fracture sociale ou machin. Il n'y a jamais eu de fracture dans le peuplement des 3 régions du Nord Mali. Ça n'existe pas. C'est vous qui avez créé, vous avez mis ça dans la tête de nos Ishoumars qui sont là-bas en Europe. Quelle fracture? On n'a pas de fracture, nous sommes multi-ethniques là. Nous sommes minoritaires. Moi je suis de l'ethnie Touareg minoritaire dans la région de Gao. Et s'il y a des gens qui peuvent se lever pour dire qu'ils l'ont occupé, c'est les Songhoi. Ils ont eu un empire Songhoi qui est parti des Zender au Niger, du lac Tchad, jusqu'à Aoudagos, jusqu'à Nema en Mauritanie. Donc ce sont eux qui peuvent réclamer. Et avant, c'était les Ouagadou qui pouvaient réclamer. Moi, j'habite un territoire qui s'appelle Farbi, qui veut dire en soninké le fleuve noir. Il est soninké du Ouagadou. Voilà, ça c'est pour vous dire que votre histoire de fracture là, ça nous ne sommes pas d'accord. C'est vous nous avez amené ces fractures. Troisièmement, c'est la France qui va amener le génocide chez nous ici. Parce que tous les ingrédients sont là. C'est la France. Elle l'a fait au Rwanda. Elle l'a fait au Tchad. Et elle va le faire ici chez nous. Parce que, je vais terminer par ça. Si le président est élu à 77% IBK, et élu et qui n'a pas respecté ce torchon de papier de l'accord préliminaire de Ouagadougou, c'est sous la pression de nous-mêmes, citoyens maliens. Nous lui avons dit que on t'a élu à 77%, nous ne voulons négocier avec personne, on ne négocie pas avec nos enfants également. C'est comme ça qu'il a tergiversé, il a fait 12 mois, sans rien faire, c'est sous notre pression. Notre président nous a écoutés. Le truc de Ouagadougou, a commencé par nous les parents, ça ne nous intéresse pas. Nous, on ne négocie pas. On botte, excusez-moi, on botte les fesses à des enfants gâtés. Et c'est la France qui les a ramenés à Kidal. C'est la France qui les a menés à Kidal, simplement pour nous suggérer qu'il y aura une guerre civile chez nous. Je ne sais pas pourquoi la France, vous êtes la plupart des communistes là. Dites à Hollande là, n'entraîne pas un génocide comme tes prédécesseurs l'ont entraîné dans les autres pays. Je vous remercie, madame. Merci. Madame, juste derrière toi. Les différents intervenants pour la qualité de leur contribution. Ma première question se pose, je pose ma première question à M. Koulibaly, mon cousin, parce que je m'appelle Dr Mariam Meïla. Voilà. Donc, la problématique des armées africaines et la prise en charge de ces armées au plan économique est une réalité, est un défi majeur qu'il faut relever. Mais comment concilier, M. Koulibaly, la corruption, les détournements de fonds chez nous et la création
donc des fonds pour assurer la prise en charge de nos armées. Vraiment, je pense que c'est un problème réel, c'est un problème de fond. Mais comment faire en sorte que chaque État d'abord prenne conscience de la nécessité d'assurer une prise en charge totale de ces forces armées de sécurité avant que ça ne soit, que ça prenne une dimension régionale. Comment au niveau de chaque pays, on peut mobiliser les fonds internes pour prendre en charge les forces armées et de sécurité, les former, les encadrer conformément aux besoins sécuritaires de nos communautés. On ne peut pas comprendre qu'en 50 ans, des pays comme le Mali, on est dans cette situation. C'est problématique. Prise de conscience des menaces, point d'interrogation. Prise de conscience des besoins importants qu'il faut pour assurer la prise, l'autonomie, notre autonomie en termes de sécurité. Quand on n'a pas la sécurité, que la sécurité, notre sécurité est gérée par d'autres, on n'a plus de pouvoir. Ok, merci. Voilà. Merci. Donc, ma deuxième question est à International Si vous pouvez Crisis faire un Group. peu plus court. Merci. International Crisis Group. Bon, si mon temps n'est pas dépassé, après je vais discuter avec l'analyse approfondie que vous faites. Mais un élément important sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que comment vous voyez, à partir selon votre propre compréhension, quel est le risque que le Mali court actuellement que les accords soient signés ou pas? Premier élément. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité dans cet accord que les groupes armés s'engagent et respectent l'accord de paix? Voilà. Par rapport à l'intervention du professeur Mamadou Coulibaly, je voudrais d'abord commencer par faire une citation de notre frère, le professeur Kizerbo. Le professeur Kizerbo qui a dit Nan Lara Ansara. Nan Lara Ansara, c'est-à-dire que Nan Anda Ansara. Si nous sommes passifs, si nous nous couchons, nous allons mourir. Par rapport à tes propositions, elles sont iconoclastes, mais je les partage. Parce que je suis d'accord pour que nous mutualisions nos forces. Cela va diminuer beaucoup nos faiblesses. Ça pose le problème, quel type de défense il nous faut? C'est la question qui se pose à nous depuis le début des indépendances. Le problème de sécurité. Dans nos États aujourd'hui, nous voyons que nous avons privatisé la sécurité, les services de l'argarde, etc. On n'en parle pas. Nos ministères sont gardés par de l'argarde. Ce sont les patrons, les chefs militaires qui ont privatisé, à qui appartiennent ces services de l'argarde. Ça veut dire quoi? C'est une démission de l'État. La défense, je suis d'accord avec le professeur Mamadou Coulibaly, mais j'ajouterai ceci. Si Cuba a pu faire face à l'impérialisme américain pendant plus de 60 ans, si la petite, le petit Vietnam a fait la déroute à Dien Bien Phu des troupes françaises, les Américains ont fui en laissant leurs bagages, leurs morts. C'est parce que le peuple cubain et le peuple vietnamien ont été armés. Le camarade Diap n'a pas fait l'école de guerre. Il n'est même pas un militaire professionnel. Le camarade Ho Chi Minh et le camarade Fidel Castro ont armé leur peuple. Il nous faut ça, il faut armer les peuples.
C'est ce type d'armée qu'il nous faut. Au Mali, nous avons expérimenté avec les brigadiers de vigilance et les milices. Oui, certes, ça a été dévoyé parce que celui qu'on a mis comme militaire pour encadrer, ça n'a servi pour décryptiser ces structures. C'est le lieutenant Moussa Traoré qui s'en est servi après pour faire un coup d'État. Donc il faut armer le peuple. Si nos peuples, dans tous nos villages, dans toutes nos villes, il y a des milices, vous allez voir. Pourtant, les États-Unis, c'est les pays où il y a la milice. On ne dit pas. La plus grande milice du monde, c'est aux États-Unis. La Chine, il y a les services, l'armée classique, mais il y a les miliciens. Donc, par rapport à la proposition du professeur Koulibaly, armons nos peuples. Vous allez voir, nous allons pouvoir assurer notre défense et notre sécurité. Merci. Je m'appelle Mohamed Tabouri. Je parle au nom d'un journal sans fin, Les Nuages Noirs. Et je suis également représentant du mouvement populaire du 22 mars, dont nous allons vous distribuer quelques déclarations concernant la situation nationale. J'ai vraiment apprécié les interventions que j'ai pu écouter, les réflexions qui sont faites autour des questions de sécurité de l'armée. J'ai un peu regretté que, je crois que c'est Jézéchiel, n'ait pas eu le temps de développer comme il le souhaitait son sujet. Parce que c'est vraiment l'actualité brûlante au Mali. Et à mon avis, il aurait fallu le laisser aller dans les coins et les recoins et instaurer le débat après. Je pense que c'est très important. Ah, je pense qu'on peut continuer à en parler aussi après la levée de la séance. Envisager ça, parce que c'est pas tous les jours qu'on a effectivement la possibilité d'écouter ceux qui, à l'évidence, ont effectivement une certaine connaissance du dossier, peut-être même plus que les Maliens. Je pense que ça compte. Alors, je voudrais dire un premier mot par rapport à l'intervention de M. Koulibaly. J'ai eu le sentiment qu'il a posé des questions auxquelles ou bien il n'a pas répondu, ou bien sa réponse qui amène d'autres tiroirs de questions laisse penser qu'en fait même la mutualisation est problématique. C'est ça. Et en fait moi je voudrais à titre personnel donner un avis, parce que je pense que Koulibaly a apporté beaucoup à la réflexion sur la question monétaire en Afrique, et qu'à ce titre en fait on est confronté au même problème. Mutualisation qui nous donne l'union monétaire ouest-africaine dans les bras de la France et de l'impérialisme français. Est-ce que c'est de ça que nous voulons, ou est-ce que nous voulons de véritables armées nationales assurant la défense de nos pays, et sur la base de cette orientation vraie de défense de nos pays et non de néocolonialisme? Et je pense que les camarades de Burkina ont beaucoup insisté pour souligner cet aspect. Sur cette base-là, voir ce qui peut être mutualisé, parce qu'on ne mutualise pas des politiques différentes ou des politiques au service de l'extérieur. C'est une grande tromperie. C'est ce que je voudrais souligner. Je pense qu'il faut effectivement des armées nationales véritablement au service de nos pays, et que cela passe également par l'armement du peuple dans notre cas particulier. Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Tout est conçu en fait sur la base d'armées de métier qui en réalité sont aussi gangrénées que le reste de la société. Il faut décloisonner, il faut sortir de ça, et il faut effectivement que la lutte de libération nationale qui est l'enjeu dans nos pays soit menée par et les armées et les forces nationales. Je m'arrête là pour ce qui est de... Une première question de M. Jézéchiel. Il dit lui-même pourquoi on parle de pourparlers inclusif.
Il s'est étonné lui-même de ce terme. En fait, c'est toute la fumisterie de la France qui veut que, effectivement, un gouvernement dont il a dit qu'il fallait qu'il soit d'abord élu, se mette en pourparlers de paix avec des groupes terroristes et djihadistes. Ils appellent ça inclusif. C'est vraiment la grosse mascarade qu'il faut complètement rejeter. On n'aurait jamais dû aller à Ouaga. On n'aurait jamais dû signer ce papier qui dit vous reconnaissez l'Azawad, vous reconnaissez comme négociateur le MNLA, le HCUA et tous les djihadistes qui sont derrière, et que c'est la seule condition pour qu'on désarme, c'est la seule condition pour en fait cantonner. C'est quand on leur a donné ce qu'ils veulent, qui est ce que veut la France, qu'à ce moment-là et à ce moment-là seulement que en fait la paix pourrait avoir lieu. En réalité, vous avez très clairement donné les enjeux. Je suis obligé de faire court, je n'avais plus à dire. Mais on ne veut pas d'une paix durable au Mali. On veut d'une paix bâclée qui réellement va exploser tout de suite après. Ou alors, si réellement les voix s'élèvent très fort à l'intérieur du pays pour dire non, qu'il soit clairement dit que en fait même Alger on va l'arrêter, parce que vous l'avez clairement dit, Alger confisque le débat avec le préaccord. C'est en fait de l'imposition au Mali. Le problème des armées nationales, c'est un problème clé. Il ne peut pas y avoir d'État sans armée nationale. Ça ne se voit pas et ça ne se verra pas en Afrique. Je prends l'exemple, par exemple, d'un État qui n'a pas d'armée, qui a tenté même une mutualisation pour essayer de faire face au terrorisme ou au banditisme. C'est le Zaïre, la frontière est du Zaïre. Tous ces États, l'Ouganda, le Rwanda, etc., essaient de mutualiser leurs armées pour pouvoir écraser une insurrection qui est là-bas depuis 20 ans. Mais qui est productrice, cette insurrection-là, de beaucoup de choses. Je reviens un peu au Mali. Au nord Mali, si la Mauritanie ne joue pas franc jeu, si l'Algérie ne joue pas franc jeu, il n'y aura pas de paix au nord Mali si le Mali n'a pas une véritable armée et un peuple décidé à reconquérir sa souveraineté. Tout le reste, c'est de la fumisterie. Vous voyez, au fond, la mutualisation des forces armées. L'autre jour, il y a eu une réunion à Niamey. Il y avait le Tchad, il y avait le Nigeria, enfin, il y avait le Nigeria, il y avait le Mali, il y avait. Mais il n'y avait ni l'Algérie, ni la Mauritanie. Pourquoi? Les choses se passent à nos frontières. Donc nous ne sommes pas francs. C'est une insulte à la souveraineté malienne. C'est au Mali d'attacher la ceinture et de redevenir digne de ses ancêtres. Merci. Merci beaucoup quand même de la Fondation Rosa, parce que il faut reconnaître que c'est une organisation qui est dans la même vision et mission de la construction de l'Afrique que nous voulons. Je les ai côtoyés en Tunisie et à Dakar le 21 octobre dernier. Et donc, il faut reconnaître que le problème de l'Afrique est un problème politique, il n'est pas technique. Je vais aborder l'aspect un peu endettement économique de cette crise. Parce que la crise malienne, c'est un complot organisé contre le Mali avec la complicité de nos dirigeants. Ouais. Et donc, si je prends par exemple le Fonds européen de développement, le DGENFED, pendant le processus de programmation du DGENFED, nous avons insisté que les secteurs qui ont été choisis comme secteurs de concentration pour le Mali ne sont pas des priorités des populations. Et là, les 533 millions d'euros qui ont été donnés pour l'enveloppe A, parce que le FED a deux enveloppes, l'enveloppe A et l'enveloppe B. Et les 50% de l'enveloppe A sont partis au nord pour les questions sécuritaires et qui n'ont pas empêché la guerre au nord. Et donc, le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne, les Nations unies, c'est eux qui ont dit tous les toits, sur tous les toits, que le Mali est un bon élève. Et si l'élève a des problèmes aujourd'hui, il doit assumer l'effacement de son État et la porosité de sa frontière. Ça c'est clair. On a dit tous les mois que le Mali est un bon élève. Même dans l'UEMOA, on dit que c'est le Mali est le seul bon élève qui applique la politique plus que les autres pays.
Alors, les 3,25 milliards de dollars pour la reconstruction, les bailleurs qui ont annoncé, si je prends par exemple, les Maliens pensent que cet argent constitue un don. Non, ce n'est pas un don, c'est un prêt que nos petits-fils vont rembourser. Pour la France, ça passe à 36%. Pour la Banque mondiale et la BID, la Banque d'investissement et de développement, respectivement à 87%, 78%, 88%, et le FMI 100%. Et la France, la Cour des comptes de la France a annoncé en 2013 647 millions d'euros l'opération Serval au Mali. Et en 2014, ils ont dit que c'est 450 millions d'euros. Et cet argent, c'est quoi? Est-ce qu'ils vont venir gratuitement? C'est un prêt que le Mali va rembourser. Ça, c'est la Cour des comptes. Et l'argent qui a été donné, la France a reçu 34,7 millions d'euros. L'argent qui a été décaissé dans les 3,25 milliards de dollars. Vous pouvez rentrer sur le site de France Diplomatie. Oui, justement. Et donc, les 965 milliards de dollars que le gouvernement a pu décaisser, on a dit que les 2 tiers n'ont pas passé par les trésors publics maliens. Le gouvernement malien ne sait même pas où c'est parti. Vous voyez le problème? Quand bien même que c'est une dette que nos petits-fils vont continuer à rembourser. Oui. Et donc, le FMI aussi qui va conditionner son aide à l'envoi d'une lettre d'intention. Excusez-moi un peu d'être long, parce que... Ok. Ok, le FMI en 1990, après la crise de la dette, quand l'Argentine a dit que c'est trouvé en défaut de paiement, et le FMI a conditionné son intervention finalement à l'envoi d'une lettre d'intention. Et la lettre d'intention que le gouvernement du Mali a envoyée au FMI, il y a 3 aspects. D'abord, le premier aspect, c'était d'augmenter le prix du kilowatt de l'électricité chez les citoyens. Nous, on a dit qu'on n'est pas d'accord. Le deuxième aspect, que le Mali s'engage à ne pas accumuler derrière des dettes. Ça veut dire que les 100% que le FMI va donner serviront à rembourser les anciennes dettes que le Mali a. Vous voyez? Et donc, quand on parle de la gouvernance, mais ces institutions-là, ils ne constituent pas un modèle de gouvernance pour nous aujourd'hui, à partir du moment où l'actif de l'Afrique en Europe, 1000 milliards de dollars, dépasse, c'est pas vous pouvez conclure, s'il vous plaît? Oui, oui, je conclue. Et donc, récemment, quand vous regardez la FDH, ils disent qu'il y a 890 grammes d'or qui disparaissent de 900 grammes. Mais ils parlent de des modèles de gouvernance acquis. Là, je vous remercie. D'une société. Pour aller vite, M. Koulibaly a parlé de mutualiser les forces. Bon. En fait, quand vous mutualisez les armées, qu'est-ce qui va se passer? Vous créez un bloc. Et quand vous créez un bloc, les autres qui ne sont pas là-dedans vont se sentir tout de suite menacés, ils vont créer un autre bloc. L'Europe connaît ça, les États-Unis connaissent ça, etc., etc. Et qu'est-ce qui risque d'arriver en Afrique? Prenons le cas de notre voisin, mauritanien. Si tout de suite la CEDEAO, la Mauritanie ne fait pas partie, je crois. Non. Si la CEDEAO crée tout de suite un bloc, en cas de conflit entre, par exemple, le Mali et la CEDEAO et la Mauritanie, tout de suite les gens vont venir. Et quand ils vont venir, la presse va dire tout de suite, ah, c'est les Blancs contre les Noirs. Et les Arabes aussi vont s'ajouter, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est des questions très difficiles à résoudre. Ce n'est pas dans cette salle-là qu'on peut résoudre ça. Pour aller vite encore, la circonscription, bon, quelqu'un l'a dit, il est bon que tous les peuples, et tout le peuple, sachent faire la guerre. C'est l'attribut de l'être vivant, savoir se protéger. Mais faisons attention, avec les armes qui existent, quand tout le monde sait tuer, l'insécurité est là tout de suite. C'est très difficile à gérer. Ce ne serait bon que lorsqu'il y a des lois fortes qui vont punir ceux qui vont transgresser. Sinon, ça n'est fait de la société. Est-ce qu'on peut mutualiser des armées sans qu'un pays n'ait une armée nationale? Ces questions sont en réalité difficiles. Je vous ai dit quelles étaient mes hypothèses en travaillant. On a des armées nationales qui n'en valent pas. On a des militaires qui ne sont bons que quand ils sont face à des civils. Et on n'a pas de moyens
pour leur donner du matériel. Tout le budget de l'armée ne sert qu'à payer des salaires. Et pourtant, on a des armées et on ne sait pas trop contre qui faire la guerre. Ce n'est pas aux voisins qu'on fait la guerre. C'est pour cela que, à mon avis, elles sont inutiles. Mais c'est vrai qu'on peut dire s'il n'y a pas d'armée, on ne se sent pas en sécurité. Mais dans ce cas, il faut commencer par installer un état de droit. Et je ne dis pas gouvernement issu des urnes, mais une situation dans laquelle le droit s'impose à tout le monde. Qu'on s'appelle président de la République ou simple paysan, que le droit s'impose à tous. Si nous arrivons à faire cela, que le droit s'impose à nous tous, bon, en ce moment-là, on peut faire comme les Suisses, avoir un service militaire universel, et puis après le service militaire, chaque circonscrit va à la maison avec son fusil, c'est numéroté, il range ça chez lui à la maison. Mais il n'utilise jamais pour voler, pour braquer, pour tuer son voisin. Mais s'il n'y a pas d'état de droit, que nous sommes dans le Mali actuel, là, le Burkina actuel, la Côte d'Ivoire actuelle, qu'on distribue des armes à tous, vous avez dit, Moussa Traoré l'a utilisé à l'époque pour faire un coup d'État, mais ça va être la guerre de tous contre tous ici. Il suffira que votre fils fasse pipi sous mon manguier, je vais chercher mon fusil, puis s'il y a l'état de droit, moi je suis d'accord avec vous, on peut y aller. Mais si on n'est pas dans ce cas, ce serait difficile d'armer les peuples. Alors si on mutualise un bloc, d'autres blocs vont se créer. Pas forcément. Si c'est ouvert, au lieu d'aller créer un autre bloc, les gens vont venir dans le bloc qui est créé. C'est-à-dire que dans mon idée, et Tabouré a raison, c'est un schéma plus global. Un schéma plus global d'intégration des peuples d'Afrique, la CEDEAO ou d'Afrique même. C'est pour cela que depuis ce matin et depuis hier, je parle des frontières héritées de la période coloniale, je parle de la propriété, du patrimoine. Mais si tout est mis dans les mains d'une personne, que c'est pour cette personne des mines de pétrole, de diamants, que nous voyons tous que sa femme s'enrichit avec ses fils et ses frères, il n'y a pas de raison que nous restions là, les bras croisés, sans créer un groupe armé pour aller contrôler nous aussi des mines d'à côté. Mais une fois qu'on aura réglé ces problèmes basiques, il n'y a pas de raison que les gens créent des blocs. Puisqu'on va à l'intégration, on n'a plus besoin d'armée, le Nigeria n'a pas besoin d'une armée contre le Bénin ou contre le Cameroun. Et si on est dans cette logique, bon, c'est pas la peine de créer la mutualisation. Mais dans ce cas, on va enrichir les marchands d'armes avec des militaires qui vont faire des coups d'État. Et puis, vous avez vu au Nigeria, depuis que ça a commencé avec le Biafra, jusqu'à aujourd'hui, les militaires contrôlent toujours la situation. En Côte d'Ivoire, on a commencé et pendant 10 ou 20 ans encore, les militaires vont contrôler la situation. Au Mali, depuis le premier coup d'État là-bas, les militaires sont toujours pas très loin du pouvoir. C'est ce qu'il nous faut éviter. Alors, moi, mon schéma est beaucoup plus vaste, avec l'état de droit, la démocratie, les peuples en première place, et puis en ce moment-là, on peut aller à la mutualisation. Est-ce que cette mutualisation va se mettre au service de puissances étrangères? S'il n'y a pas d'état de droit, ça va se mettre au service des puissances étrangères. Il n'y a rien à faire. Mais s'il y a un état de droit, n'importe quelle puissance étrangère pourra venir négocier avec nous, avoir des bases militaires. Moi, ça ne me gêne pas. Quand c'est négocié et transparent. Hier, l'Allemand nous a expliqué comment en Allemagne il y a des bases militaires. La puissance qui vient s'installer, mais on va négocier pour les termes de sa présence. Aujourd'hui, on ne négocie même pas, on ne connaît même pas les termes. Ouattara a signé un accord avec Hollande, le Parlement français est supposé l'avoir ratifié, mais nulle part vous ne trouvez les termes de l'accord, et à Abidjan, personne n'a ratifié du tout. Personne. Bon, mais si nous sommes dans un état de droit, que les États-Unis ou l'Angleterre ou la Norvège se disent, tiens, il faut avoir une base militaire en Afrique de l'Ouest.
et que ce pays-là vienne, qu'on discute et qu'on leur dise vous payez 12 millions de dollars par an pour 3 hectares de terrain en bordure de mer comme base militaire, et puis voilà vos contraintes, vos avions ne doivent pas circuler la nuit, ceci, cela. On discute des contrats et puis on signe. C'est une location comme pour une entreprise quelconque. Mais si on ne peut pas... Vous savez, il y a actuellement là, ce qui se fait beaucoup plus grave que ça. Vous avez entendu parler des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Il y a des choses beaucoup plus graves encore. Les contrats militaires sont passés, on n'en sait rien. Mais au moins, quand il y a l'état de droit, on sait qu'ils sont là, on les contrôle, ça passe au Parlement, le peuple est informé, c'est affiché, accroché, et on sait pourquoi ils sont là. Pas pour notre sécurité, pour leurs besoins géostratégiques. Mais sous notre surveillance, ils peuvent le faire par la force. On n'est pas fort, ça c'est vraiment par hypothèse qu'il faut accepter. Nous ne sommes pas forts, on n'a pas les moyens de frapper la France, mais au moins de par le droit, on peut obliger la France à faire un certain nombre de choses. Mais pour ça, il faut que nous-mêmes nous commencions par le droit. Que nos chefs, les présidents, les ministres, que notre société civile soit revue de fond en comble. La France est coupable très certainement, mais qui va négocier avec la France? Lequel d'entre nous? Même quand il est élu à 76%, vous dites vous-même que malgré ce pourcentage-là, il a une capacité relativement faible. Parce que le Mali tout seul ne peut pas. Mais si nous sommes nombreux, fédérés, et qu'ensemble nous parlons d'une voix, ce qu'on ne peut pas faire au Mali, on ne le fera pas en Côte d'Ivoire, on ne le fera pas au Bénin, on ne le fera pas au Togo, alors il va falloir le faire avec l'Union. Voilà ce que je voulais dire. C'est vrai que ça paraît très lointain, ça paraît utopique, mais le cauchemar présent nous oblige à réfléchir à des alternatives non violentes pour notre peuple. Parce que toutes les alternatives violentes feront souffrir, il faut éviter cela. Ça, c'est mon option. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour les questions de Noum, on a l'impression que les Maliens ne décident de rien. C'est effectivement ce que je disais, enfin, un processus confisqué. À vous dire la vérité, c'est qu'on a dans nos rapports hésité à un moment à utiliser une des phrases qu'on nous a citées, c'est que le gouvernement malien avait sous-traité en fait la négociation à l'Algérie. Confié. Alors on parlait de sous-traitance ce qui était intéressant, c'est qu'on parle souvent de dépendance sécuritaire, de dépendance militaire. Je pense que malheureusement il y a une dépendance diplomatique aussi ici. Et ce qui est problématique dans la dépendance diplomatique, c'est que, enfin moi là où elle m'interroge, c'est que je ne la comprends pas, si vous voulez. Je la comprends pas au sens de, on ne peut pas parler ici d'un manque de ressources, quoi. C'est ça qui me trouble dans cette dépendance diplomatique et dans cette sous-traitance. La part des citoyens, comme étant, voilà, des citoyens comme étant absents largement du processus d'Alger, c'est vrai. C'est extrêmement problématique. Il y a une association, bon je ne peux pas rentrer dans les détails, mais une association de la société civile dans les tout premiers mois d'Alger, on a fait venir les gens, c'était un cirque de 2-3 jours, on les a fait parler, on les a ramenés chez eux, et on a commencé autre chose, quoi. Et on s'est assis sur tout ce qui avait été dit dans les 2-3 premiers jours, quoi. C'est regrettable, c'est pour ça aussi qu'il faut donner du temps à ces négociations. C'est pour ça parce que donner du temps aux négociations, ça permet de refaire revenir les gens. Par exemple, il y avait une proposition qui avait été faite, les 2-3 jours, début septembre, qui ont eu lieu, où les gens se sont exprimés, où la société civile s'est exprimée, ça posait plein de problèmes, mais il y a des choses extrêmement intéressantes qui ont été dites. Une des propositions qui avait été faite, c'est de dire, on va en fait continuer à dire que les négociations vont être faites entre des groupes et le gouvernement, mais on va garder une représentation de la société civile. Ça a été refusé en fait, la médiation a refusé de faire ça. Alors il s'agissait de rien du tout, quoi. Et donc toujours on est là dans cette idée de il faut aller vite, il ne faut pas compliquer les choses, il ne faut pas amener beaucoup d'acteurs autour de la table. C'est dommage, quoi. Je pense qu'aussi ça serait intéressant quand on parle de la part des citoyens que les gens pensent à un processus de consultation et de validation. Un processus de consultation populaire et de validation populaire d'un éventuel accord. Alors il y a plein de modalités possibles, hein, d'un vote du Parlement réunion congrès extraordinaire à ce qu'on appelle un référendum.
Mais ça, c'est aux gens de discuter, et c'est avant tout aux Maliens, en fait, de dire ce qu'ils veulent comme processus de consultation. L'armée à Kidal, c'était pas l'armée qui avait à Kidal. Effectivement, il y a énormément de... Enfin, quand les récits qu'on a recueillis sur qu'est-ce qui s'est passé à Kidal, l'armée, on a vraiment, quand on s'intéresse aux effectifs, combien il y avait d'hommes, ça varie énormément, quoi. Notamment, en fait, dès qu'on parle d'effectifs et de Kidal, il y a des micros qui se branchent, si vous voulez. Alors, il y avait plus que ça, il y avait au moins un bataillon entier, et ce qu'il y avait aussi de l'autre côté, c'est que, je vous ai laissé parler, monsieur. Et en face, les chiffres, ce qui est troublant, c'est qu'en face, on parle entre 400 et 1200 personnes, ce qui est, enfin, militairement, c'est un bataillon ou 3 bataillons, quoi. Enfin, je veux dire, il y a vraiment, aujourd'hui, personne, à ma connaissance, a réussi à peu près apporter de preuves sur ce qui s'était passé. Ce qu'on sait, par contre, ce dont on est sûr, c'est qu'il y avait les bataillons entraînés par EUTM, quoi. Une partie de ces bataillons-là. Parce que le matériel de l'Union européenne se retrouve aujourd'hui dans les mains des mouvements. Ce qui montre l'échec aussi, si vous voulez, alors même s'ils s'en défendent, ce qui prouve, à mon sens, quand même, l'échec de ces politiques de formation. Bon, à mon aîné si respectable, là, bon, qui me traite d'humanitaire génocidaire. Je pense que je ne vais pas vous répondre sur le terme de fracture, mais je pourrais, hein, on pourrait parler, par exemple, hein, je sais pas moi, du 25 juillet 1994 à Bamba, jour de marché où des forces du FIA de l'époque, hein, rentrent dans la ville, relance des 4 routes, tirent sur la foule et tuent 40 personnes, quoi. Et si vous voulez ne pas parler de fracture au nord, ben, libre à vous de ne pas parler de fracture. Mais ce qui m'a... Les forces, ils étaient combien? Je vous renvoie au travail de Baz Lecoq, hein, c'est une thèse de 800 pages. Si ça vous intéresse, 800 pages. Monsieur, je vous ai laissé parler, d'accord? Et je veux juste finir par une chose, monsieur. Je vais vous dire quelque chose, monsieur. On va essayer de se respecter, de parler calmement. Je vais vous dire, quand je vous entends comparer des êtres humains à des criquets, ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser aux Interamwe, qui comparaient des gens à des cafards, et ça me fait penser aux nazis qui comparaient les juifs à des rats, d'accord? Sur les remarques qui m'ont été faites donc les questions par madame sur l'accord signé, sera-t-il respecté? Moi, on est assez pessimiste. Sera-t-il respecté notamment par des mouvements politico-militaires? Bon, là, on peut être, au vu de ce qui s'est passé dans les années 90, on peut être très pessimiste, en fait. Ce qu'on observe, en fait, c'est que dès qu'un accord est signé, comme ces accords sont essentiellement basés sur la distribution d'avantages personnalisés, en fait, une fois qu'on a distribué des avantages, ceux qui n'ont pas reçu d'avantages reprennent les armes. Et donc c'est pour ça que ce qui est extrêmement important dans ces négociations, c'est de rompre avec ce cycle de distribution des prébendes. L'État ne doit plus être un distributeur de postes, quoi, de sièges. On n'achète pas la paix, quoi. Et enfin, M. Tambouri qui regrettait le fait que j'ai pas pu... Comme un tabouret, mais sans thé. Voilà. Et donc il fallait pas que... Enfin, ne vous inquiétez pas sur le fait que j'ai pas eu le temps de... Je vais faire un peu de pub là. Que j'ai pas eu le temps de développer... Ouais, bah ouais, j'ai pas l'occasion en fait. En fait, notre rapport est en train de sortir là, au moment où je vous parle. Il est peut-être sorti maintenant, et au plus tard, il sortira demain, quoi. Et donc, vous aurez un rapport de 19 pages et demie. Et tous nos rapports sont disponibles gratuitement en ligne sur notre site. Et ceux que ça intéresse, je leur donnerai. Oui, il y a eu une question qui a été posée sur comment faire pour que chaque État puisse prendre en charge sa défense. Cette question, à mon avis, part d'un constat qui est la faillite de nos forces armées nationales dans la défense de nos intégrités territoriales. Mais je me pose une question. Est-ce que dans un pays pauvre, très endetté, qui a été désarticulé, déstructuré par les politiques, les programmes d'ajustement structurel, qui subit des ingérences militaires extérieures et qui est incapable d'assurer un minimum d'espérance à sa population en termes d'accès à l'eau, d'accès à la santé, d'accès à un logement, est-ce que dans un État pareil, on peut avoir une armée forte capable de défendre l'intégrité et la souveraineté nationale? La réponse me semble évidente, c'est non. Donc, le constat de la faillite des forces armées nationales
n'est qu'un élément de la faillite même et de la crise multidimensionnelle que traversent nos États. Donc on ne peut pas avoir d'État qui dispose d'une armée forte lorsque cet État, j'ai dit, pour assurer un minimum d'espérance à sa population. Maintenant, on en sort comment? C'est la véritable question à laquelle nous devons tous essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Mais pour ma part, je dirais également qu'il nous faut concevoir et mettre en œuvre des politiques autonomes de développement qui répondent à nos besoins. Mais lorsqu'on n'est pas politiquement indépendant, est-ce qu'on peut concevoir et mettre en œuvre ces politiques? Pour moi, un État politiquement indépendant, c'est celui qui choisit ses priorités, sans ingérence extérieure, sans que la Banque mondiale ou le FMI ne puisse lui dicter ses priorités et qu'on ne puisse lui dire, écoutez, il faut cultiver du coton au lieu de cultiver des produits verriers, de l'arachide, du sorgho, du mil. Sans qu'on lui dise, écoutez, vous n'avez pas besoin d'être autosuffisant alimentairement, il y a la sécurité alimentaire, vous pourrez payer le riz venu de Taïwan, etc. Donc pour moi, nous devons plutôt nous demander pourquoi nos États sont dans la situation dans laquelle ils se trouvent actuellement. Et il est évident, à mon sens, que c'est la domination néocoloniale. Il ne faut pas avoir peur de mots et il ne faut pas aussi se dire que les termes sont galvaudés a priori. Chaque terme a un contenu. Est-ce que ce contenu s'applique dans la situation de nos États? S'il s'applique, eh bien, il faut le dire, c'est la domination néocoloniale. Tant que nous n'aurons pas des dirigeants politiques qui sont capables de réfléchir et de concevoir par eux-mêmes des projets alternatifs de développement, tant que nous allons nous aligner systématiquement sur les politiques d'ajustement structurel qui sont imposées depuis l'extérieur, il va de soi que nos pays demeureront faibles et que nous aurons également des armées faibles. Et je finis sur la question du peuple et de la défense de la souveraineté. Faut-il armer le peuple ou pas, etc. Je vais d'un postulat simple, c'est que dans un État, la défense de la souveraineté et de l'indépendance appartient d'abord et avant tout au peuple, qui dispose d'une fraction spécialisée qu'on appelle l'armée, qui est chargée d'assurer cette défense et cette intégrité territoriale. Mais lorsque l'armée est défaite, n'est pas capable de le faire, mais il appartient aux citoyens ordinaires, vous et moi, de nous organiser pour résister. Est-ce que dans l'histoire, il n'y a pas eu de forme de résistance citoyenne pour faire face à des oppressions, etc. Si nous disons que les forces, j'ai failli dire djihadistes, en oubliant qu'il faut dire plutôt, il ne faut plus trop utiliser cette expression. Donc si nous avons des forces terroristes qui coupent les bras, les pieds, les jambes, qui violent les femmes, et nous trouvons qu'il faut, ce n'est pas juste, ce n'est pas normal, mais en tant que citoyens, devons-nous rester les bras croisés et espérer que ce soit des puissances extérieures, à supposer qu'elles soient dotées de la meilleure volonté au monde qui viennent nous sauver? Non. Moi personnellement, étant au Burkina, lorsque je suivais l'actualité au Mali et que je constatais que le pays vivait l'une des crises les plus graves de son histoire, et en suivant sur des chaînes de télévision telles que Africa, je vois c'est le Grand Soumou, c'est les Djangouba, bon, je me posais quand même des questions. Je me disais, mais c'est pas ça. Est-ce que ça, ce que je vois sur Africa, est-ce que ça répond à la réalité du Mali? Mais c'est choquant de voir le Grand Soumou à la télévision alors que le pays est divisé en deux, alors qu'on accueille Hollande avec des drapeaux, Papa Hollande bienvenue. Bon, c'est quand même choquant. Donc pour moi, la question de la souveraineté, de l'intégrité, ça ne se négocie pas. Voilà, ça se défend. Et si nous sommes confrontés à des situations où le peuple doit lui-même prendre des armes pour se défendre, naturellement, on ne peut pas éviter les dérives. On ne peut pas éviter les dérives, mais la souveraineté appartient d'abord et avant tout au peuple. Et c'est à lui, à travers la fraction spécialisée qui est l'armée, de s'organiser pour la défense. Et si l'armée est défaite, il appartient aux citoyens de s'organiser, de mon point de vue, pour résister tout simplement. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous. À la prochaine. À demain.
Il y a la pause de café. Oui, c'est vrai, il y a la pause café. Projeter demain un film sur Africom. C'est un film fait par un Sénégalais, Aziz Fall, qui est installé au Canada. Le problème, c'est que ce film, c'est un documentaire qui va prendre 1h40 minutes. Bon, si cela vous intéresse, nous allons nous organiser pour le projeter demain après la clôture. Si ça vous va, bon, donc dans ce cas-là, on va essayer de travailler sur ça et prévoir. Donc, à la clôture, il va y avoir une pause café. Après la pause café, on revient en salle pour projeter le film.